Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de la croissance économique. Ce travail est réalisé par Bouifar Mahmoud et Sharhabili Jawad et moi-même, Solhi Idriss. Passons au plan de présentation. Tout d'abord, on va commencer par une introduction générale et après la définition de la croissance économique et après les facteurs de la croissance économique et puis quelques indicateurs de mesure et après un exemple d'un pays africain émergent, à savoir le Rwanda. Et on va finir par avec des experts. Passons à l'introduction. L'amélioration du niveau de vie de la population et la garantie du bien-être social sont des objectifs ultimes pour les décideurs politiques de tous les pays du monde. Ces objectifs ne seraient pas être atteints sans une croissance économique forte et soutenue. En règle générale, la croissance économique assure, lorsqu'elle est accompagnée d'une bonne répartition de revenus et des bonnes politiques sociales, la prospérité économique, sociale et humaine d'une nation. Malheureusement, ce ne souvent pas le cas. Pour toutes ces raisons, la compréhension de la croissance économique, de son déroulement et de ses sources a toujours été un souci majeur pour les décideurs politiques, les concepteurs des politiques économiques et les analystes. Il est clair que la croissance économique n'est pas une potion magique pour résoudre tous les problèmes d'un pays, mais elle devrait faciliter la mise en œuvre des politiques publiques qui permettraient d'améliorer les conditions de vie des populations. Bref, la croissance économique est une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer le bien-être social. Passons maintenant à la définition de la croissance économique. La croissance économique est une augmentation soutenue pendant une période longue de la production d'un pays. Une croissance se mesure sur plusieurs années, à ne pas confondre avec une expansion, qui est une croissance sur une durée relativement courte. L'inverse d'une croissance est la décroissance, et du même, l'inverse d'une expansion est une récession. Pour mesurer la croissance économique, on utilise souvent l'indicateur PIB, qu'on va aborder en détail dans les sections suivantes. À titre d'exemple, les prévisions de cette année pour le PIB annuel nous indiquent qu'on a moins de 7%, ce qui signifie une baisse de la valeur du PIB en dollars de 7%. Cette année en comparant avec la valeur du PIB en 2019. La source est l'FMI. Passons maintenant aux facteurs de la croissance économique. Tout d'abord, on a le facteur travail, qui est la main-d'œuvre, c'est-à-dire l'activité humaine. Il est mesuré par nombre de travailleurs en nombre d'heures travaillées. Et le facteur capital, qui est l'ensemble des biens de production qui sont utilisés d'une manière durable pendant l'activité productive. Pour produire, on doit combiner ces deux facteurs pour atteindre un niveau déterminé de production. Donc, chaque niveau de production correspond à une quantité déterminée de facteurs travail et de facteurs capital utilisés. C'est ce qu'on appelle la fonction de production. La croissance économique provient de la croissance extensive qui est le cumul des facteurs de production pour accroître la quantité produite, soit par l'augmentation du facteur travail ou par l'augmentation du facteur capital. Cela entraîne une augmentation de production ou une croissance intensive qui est l'augmentation de la productivité des facteurs de production. Et cela se fait via des innovations techniques qui sont l'origine de ce qu'on appelle le progrès technique. Et cela entraîne un gain de productivité. On se demande pourquoi on cherche des gains de productivité. Parce que les gains de productivité vont permettre d'augmenter la production, c'est-à-dire la croissance économique. Comment cela se fait-il? Un gain de productivité signifie qu'on est capable de produire plus avec la même quantité de capital et travail utilisé, ou garder le même niveau de production en diminuant le capital et le travail. Donc, ça va donner une hausse des profits. On peut aussi penser à une hausse des salaires. Et comme
nous sommes dans un système de concurrence, donc il sera intéressant de baisser les prix. Or, ces trois éléments-là, hausse des profits, hausse des salaires et baisse des prix, vont entraîner des mécanismes qui vont nous permettre de voir que cela provoque la croissance économique. Voyons tout d'abord la hausse des profits. Une hausse des profits implique une hausse des investissements. Donc, les entreprises investissent dans de nouvelles machines. Donc, la production d'une nouvelle machine va donner une augmentation de la production générale. Et c'est exactement la croissance économique. Passons à la deuxième point. C'est la hausse des salaires. Donc, une hausse des salaires va provoquer une hausse de consommation. Surtout qu'une hausse des salaires s'accompagne avec une baisse des prix. Donc, ça va vraiment inciter la consommation des ménages. Et une hausse de consommation, c'est-à-dire une hausse de demande, c'est-à-dire l'augmentation de la pouvoir d'achat des ménages, doit s'accompagner par une hausse de production. Et c'est exactement la croissance économique. Quant aux baisses des prix, si on arrive à faire baisser les prix, on va augmenter la compétitivité des entreprises. Et si la compétitivité augmente, on va pouvoir exporter de plus. Donc, on sera amené à produire plus pour exporter. Et comme on va produire plus, donc il va y avoir une croissance économique. Les gains de productivité ont aussi d'autres avantages. En effet, ils sont intéressants pour le budget de l'État. Comme il y a des impôts sur les entreprises, c'est-à-dire les S, et sur le revenu, alors toute hausse des profits et des salaires va augmenter la masse des impôts versés au budget de l'État, d'où la hausse des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que l'État va pouvoir dépenser du plus dans des investissements à l'infrastructure, c'est-à-dire une production supplémentaire, d'où la croissance économique. Passons maintenant aux indicateurs de la croissance économique. Tout d'abord, on commence par le PIB, ou bien le produit intérieur brut. Est un indicateur économique très utilisé qui mesure le niveau de production d'un pays. Il est défini comme la valeur totale de la production interne de biens et services dans un pays donné au cours d'une année donnée par les agents résidant à l'intérieur du territoire national. Le produit intérieur brut se calcule par trois approches. Tout d'abord, on commence par l'approche production. Donc, l'approche production définit le PIB comme suit. C'est la somme des valeurs ajoutées plus les impôts sur les produits moins les subventions. Alors, la somme des valeurs ajoutées, c'est le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise moins la consommation intermédiaire. Les impôts sur les produits sont des impôts dus par unité de biens et services produits ou échangés. Et les subventions, ce sont des aides financières pour l'intérêt général. La deuxième approche, c'est l'approche dépenses. Donc, le PIB est défini comme suit. C'est la somme de la consommation finale plus la formation brute du capital fixe, plus la variation des stocks, plus l'acquisition moins cession d'objets de valeur, plus les exportations, moins les importations. Cette formule peut s'obtenir facilement en utilisant le compte de biens et services
dans la comptabilité nationale. La consommation finale des ménages et consommation en services non marchands des administrations. Et l'information brute du capital fixe, c'est l'acquisition des biens durables que l'entreprise utilise sur leur processus de la production. Et pour l'acquisition moins cession d'objets de valeur, sont des biens non financiers et ne sont pas utilisés à des fins de production, aux consommations, c'est-à-dire ne se détériorent pas physiquement, et qui sont acquis et détenus pour réserver la valeur, comme l'or et le diamant. Quant à la troisième approche du calcul du PIB, qui s'appelle approche revenu, il est donné par la formule suivante. C'est la somme de rémunération des salariés plus impôts sur la production et les importations, moins les subventions, plus l'excédent brut d'exploitation au revenu mixte. La rémunération des salariés, c'est les salaires des travailleurs. Et pour l'excédent brut au revenu mixte, il correspond aux ressources d'exploitation dégagées au cours d'une période par l'activité principale de l'entreprise. D'autres termes, si la part de la valeur ajoutée revient à l'entreprise, on utilise excédent brut d'exploitation pour les entreprises et revenu mixte pour les entrepreneurs. Le PIB peut être évalué en volume ou en valeur. En valeur, on parle de produit intérieur brut nominal, qui est donné par les prix courants, c'est-à-dire prix de marché. Le PIB nominal est menacé de l'inflation, c'est-à-dire si les prix augmentent, le PIBN augmente aussi. En volume, on parle de produit intérieur brut réel, qui est donné par les prix constants, c'est-à-dire prix année de base. Le PIB réel, ou bien le produit intérieur brut réel, fait face au risque de l'inflation. Voilà un graphe qui décrit le taux de variation du produit intérieur brut Maroc. Ces statistiques montrent le taux d'évolution du produit intérieur brut réel du Maroc entre 2014 et 2024. En 2015, le produit intérieur brut du Maroc avait augmenté d'environ 4,5% par rapport à 2014. De plus, selon les estimations du FMI, le produit intérieur brut du Maroc devrait augmenter d'environ 4,4% entre 2023 et 2024. Passons à un autre indicateur qui s'appelle le produit intérieur brut par habitant. Le produit intérieur brut par habitant est un acronyme. Le produit intérieur brut par habitant est un acronyme désignant le produit intérieur brut par habitant. La formule de calcul de produit intérieur brut par habitant est produit intérieur brut en dollars sur le nombre de population. Concrètement, il s'agit d'un système permettant de mesurer l'activité économique d'un pays en se basant sur le revenu moyen de ses citoyens. Le produit intérieur brut par habitant décrit mieux la croissance économique d'un pays. Les limites de calcul du produit intérieur brut. Le calcul de PIB s'appuie sur la comptabilité nationale, donc sur ce qui est déclaré de l'État. De ce fait, il ne prend pas en compte travail non rémunéré, le bénévolat, travail au noir, l'autoconsommation.
et les activités illégales. Passons à l'indicateur de développement humain, noté IDH. L'IDH est un indice statistique qui permet d'évaluer le taux de développement humain des pays du monde. Il se fonde sur 3 critères: le PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance, niveau d'éducation. Voilà la classification des pays selon l'IDH. Passons à l'exemple de calcul de l'IDH. La formule de calcul des indicateurs composants de l'IDH est la valeur réelle moins la valeur minimale sur la valeur maximale moins la valeur minimale. La formule de calcul de l'IDH est la somme de l'indicateur de l'espérance de vie, l'indicateur du niveau d'éducation, l'indicateur du produit intérieur brut par habitant sur 3. Prenons par exemple les DH de la Turquie. On va calculer le DH de la Turquie. Voilà les valeurs des éléments qui comportent les DH de la Turquie. L'espérance de vie réelle de la Turquie est 171,4 ans. Le taux d'alphabétisation est 87,4%. Le taux de scolarisation est 68,7%. Le produit intérieur brut par habitant est égal à 8 407 dollars. Passons au calcul de l'indicateur de l'espérance de vie de la Turquie en utilisant la formule précédente qui est la valeur réelle moins la valeur minimale sur la valeur maximale moins la valeur minimale, qui est égale à 0,773. De même, on va calculer l'indicateur d'éducation, qui est égal à 2 tiers indicateur d'alphabétisation plus 1 tiers indicateur de scolarisation. L'indicateur d'alphabétisation est égal à 0,874. Et l'indicateur de scolarisation est égal à 0,687. D'où l'indicateur d'éducation de la Turquie est égal à 0,812. Attention, le calcul du produit intérieur brut par habitant, nous utilisons un logarithme pour ajuster la valeur. Donc, le PIB par habitant de la Turquie est égal à 0,740. D'où l'IDH de la Turquie est égal à 0,775. Or, l'IDH de la Turquie est compris entre 0,5 et 0,8, donc la Turquie est parmi les pays en développement. Voilà un graphe qui décrit l'indice de développement humain au Maroc. Pour l'ensemble de la période 1990 et 2017, on enregistre une moyenne annuelle de 56%, et le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 46%. C'est en 2017 qu'on enregistre la valeur la plus élevée, qui est égale à 67%. Et c'est en 1990 qu'on enregistre la valeur la plus basse, qui est égale à 46%. Et pour réaliser une croissance économique, l'État doit adopter une politique économique. Prenons un exemple de politique conjoncturelle, c'est-à-dire politique de rigueur
et politique de relance. Alors la question qui se pose, c'est comment une politique de rigueur ou de relance peut contribuer à la croissance économique? La politique de rigueur a pour objectif de lutter contre les déficits extérieurs et l'inflation. On va utiliser trois instruments principaux. D'abord, la politique budgétaire, c'est-à-dire en mettant le budget de l'État à l'équilibre. Puis, une politique monétaire restrictive qui consiste à augmenter le taux d'intérêt pour diminuer la masse monétaire en circulation. Et une politique salariale ou de revenus. Les deux premières politiques auront pour effet de freiner la demande, donc une baisse de l'inflation, et avec un contrôle de l'inflation, les prix des produits nationaux seront plus intéressants que les prix des produits étrangers. Donc, on aura une baisse des importations et une hausse des exportations, qui conduiront à un excédent de la balance commerciale. Et en ce qui concerne le gel des salaires, qu'il aura pour effet une augmentation des marges des entreprises, cette augmentation des marges aura pour effet de favoriser les investissements des entreprises et donc la croissance et une hausse de l'emploi. Bonjour. Pour la politique de relance est une politique qui vise à relancer l'économie par le biais des différents instruments offerts par la politique budgétaire et la politique monétaire. Alors, pour qu'une État adopte une politique de relance, elle doit tout d'abord d'augmenter ses dépenses publiques. Par exemple, les investissements dans les infrastructures et les subventions aux entreprises, ou bien diminuer les prélèvements obligatoires par la diminution des taux d'imposition. Il doit aussi baisser les taux d'intérêt pour encourager les gens à prendre du crédit et augmenter les revenus. Ces trois éléments entraînent une hausse d'investissement et une hausse de consommation, ce qui implique une hausse de la production qui donne une croissance économique traduite par l'augmentation du taux de croissance. On passe maintenant à un exemple concret d'un pays africain émergent, à savoir le Rwanda. Rwanda, un modèle de développement économique. Après la fin de la guerre et du génocide du Tutsi en 1994, le Rwanda est réparti de zéro. 4 années de guerre civile entre le Front patriotique rwandais et le gouvernement du président Juvenal Habyarimana avait détruit tous les secteurs de la vie nationale et entraîné des déplacés de guerre, des massacres de populations civiles, une crise économique et politique. Aujourd'hui, Rwanda est considéré comme un modèle de développement économique. Sa réussite peut se résumer comme suit. Premièrement, l'évolution du PIB de Rwanda. Ce graphique montre que le PIB a subi une augmentation, surtout après les années de 1994. En prenant par exemple la période entre 2003 et 2018, on remarque que le PIB passe de 2,20% à 8,61%. Deuxièmement, l'EDH. L'indice de développement humain montre également que le Rwanda a connu un développement. Il passe d'un pays sous-développé en 1994 à un pays en développement en 2017. En valeur, le PIB passe de 1,7 à 9,8
5 milliards de dollars entre 2000 et 2018. Le PIB par habitant est estimé à 823 dollars en 2020 contre 200 dollars en 2003. Cette hausse de croissance économique du PIB a été essentiellement portée par les secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les services. La valeur ajoutée en pourcentage du PIB en 2019. D'après ce graphique, on remarque que le secteur des services a contribué par 49%. Le secteur d'agricole a contribué par 24%. Et l'industrie par 18%, 9% pour les autres secteurs. Les principaux produits échangés. Les produits exportés en 2019. Les exportations, on remarque que les exportations sont diversifiées. On trouve les huiles du pétrole, l'or, le thé et le café et d'autres produits. Pour les importations, sont aussi diversifiées. On trouve les produits pharmaceutiques, les huiles de pétrole, les outils de radiotéléphonie, l'or et d'autres produits. Le Rwanda exporte principalement des huiles de pétrole, de l'or, du thé et du café, tandis que les produits pharmaceutiques, les outils de radiotéléphonie et le ciment sont les principaux produits importés. Les principaux partenaires commerciaux du pays sont la République démocratique du Congo, qui représente 31,8%, le Kenya, qui représente 16%, les Émirats arabes unis et la Suisse. Les importations provenant principalement de Chine, qui représente 21,2%, suivi de l'Ouganda, du Kenya et de l'Inde, qui représente 7,4%. Tout d'abord, je tiens à remercier nos experts car, malgré leurs engagements, ils nous ont donné du temps pour répondre à nos questions. Commençons par M. Zakaria El-Ghetti, qui est un banquier principal en BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement. La première question, c'était comment pouvez-vous expliquer la tendance du taux de croissance au Maroc qui a fait un saut de 1,1% en 2016 à 4,1% en 2017? La réponse, c'est on peut expliquer cette tendance par la relation de l'économie marocaine avec le secteur agricole. C'est-à-dire, une année de pluviométrie importante va impacter positivement la croissance économique. Or, le PIB agricole peut être en décroissance comme il peut être en croissance. Et c'était le cas en 2017, puisque le PIB agricole a fait un bon chiffre. La chose qui a impacté la croissance globale au Maroc. En général, il n'y a pas de changement structurel sur l'industrie marocaine pour justifier une variation aussi importante et aussi vite. Passons à la deuxième question. Comment les dettes peuvent impacter négativement la croissance économique au Maroc? La réponse est, en fait, il n'y a pas une relation directe entre la croissance économique et les dettes. Ce que vous devez retenir, c'est quand la dette devient importante, le service de la dette devient important aussi. Alors, l'État va utiliser ses budgets pour payer les charges d'intérêt de la dette, au lieu de l'utiliser dans l'investissement afin de réaliser une bonne croissance économique. En outre, la dette peut être un facteur qui impacte positivement la croissance économique au Maroc,
si cet endettement est utilisé dans l'investissement qui a une bonne rentabilité et qui génère la croissance économique. Alors, toutes les questions sur la dette portent sur la façon dont elle est utilisée et dans quoi elle sert. Passons à la troisième question. Que fait le Maroc pour régler le déficit de la balance commerciale? La réponse est: il peut agir doublement, soit en augmentant les exportations, soit en diminuant les importations. D'autre part, pour augmenter les importations, il peut se tenir en encourageant les industriels à investir à travers des exonérations fiscales. Il peut aussi, par exemple, donner des subventions directes à l'industrie. D'autre part, on peut réduire les importations à travers la production. C'est ce qu'on appelle une subvention des importations par l'industrialisation. En outre, l'État peut augmenter les frais de douane sur certains produits importés, renégocier certains accords de libre-échange afin d'encourager la production nationale. Par exemple, l'accord de libre-échange avec la Turquie qui sont renégociés. Autre chose qu'on fait, c'est d'agir par le biais de la politique monétaire du pays, c'est-à-dire agir sur le niveau d'échange du dirham en faisant une dépréciation de la monnaie. Pour la quatrième question, c'était, d'après M. Jouari, une somme d'argent très importante a été tirée de Banque Maghreb pendant 5 mois en 2020, qui est égale plus de triple de la somme d'argent tirée en 2019. Cette somme est répartie comme suit: 15,6 milliards de dirhams en mars, 12 milliards de dirhams en avril, 10,6 milliards de dirhams en mai, 6,4 milliards de dirhams en juin et 21 milliards de dirhams en juillet. Quel est l'effet de cette augmentation élevée de la demande de la monnaie sur la croissance économique? La réponse était: effectivement, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui est le cash circulé hors les dépôts des banques. En fait, la demande sur la monnaie est en augmentation continue, ce qui impacte négativement l'économie nationale. Quand on trouve une quantité importante de la monnaie fiduciaire qui circule dans le marché, cela signifie que les dépôts des banques diminuent. Comme l'État lutte contre le blanchiment d'argent, les gens qui ont peur d'être objets d'investigation retirent leur argent de la banque. En outre, beaucoup de gens ne font pas confiance aux institutions du pays. Ce phénomène prouve que les problèmes du Maroc sont liés à la gouvernance et la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour la cinquième question, pour faire face à la récession économique due au Covid-19, est-ce que le Maroc a besoin d'une politique de relance ou bien d'une politique de rigueur? Et pourquoi? La réponse de M. El-Gassi, c'était: le Maroc a besoin d'une politique de relance car cette dernière consiste à encourager l'investissement et la consommation qui peuvent relancer l'économie. Par contre, si le Maroc suit une politique de rigueur, cela empêche les gens de consommer et diminue la roue de l'investissement. Donc, au moment de la sortie de la crise, une politique de relance doit être adoptée pendant 3 ans ou 4 ans. Et après, on adopte une politique de rigueur afin de rétablir l'équilibre macroéconomique. Dans ce sens, il existe un théorème qui s'appelle l'équivalence ricardienne de l'économiste Ricardo. Ce théorème a dit qu'au moment de la crise, les agents économiques épargnent, ce qui est logique, mais ils y continuent car ils anticipent une hausse des impôts dans le futur pour faire face à ce déficit. Et c'est le cas du Maroc dans la plupart du temps. Les gens ont peur d'une augmentation des impôts et donc pour faire face à ce problème, ils ne consomment pas. Donc pour finir,
Aujourd'hui, nous avons besoin d'une politique de relance et après une politique de rigueur. Passons à notre deuxième expert. C'est M. Gonzalo Garland, un professeur universitaire d'économie de nationalité péruvien et aussi un consultant international aux économies émergentes. Pour la première question, c'était comment la dette peut-elle avoir un impact négatif sur la croissance économique d'un pays? M. Gonzalo nous a répondu comme suit. Un niveau de dette publique trop élevé signifiait des paiements d'intérêts élevés par le gouvernement, ce qui signifie qu'il y a moins de ressources pour d'autres priorités importantes telles que, les dépenses d'infrastructures, d'éducation ou de santé. Cela signifiait également qu'il est probable que les générations futures devront rembourser la dette en augmentant les impôts. De même pour une famille avec des dettes élevées. Plus la dette est élevée, plus les intérêts et le paiement du capital sont élevés, donc moins il reste d'argent pour la consommation. Cela dit, en ce moment, à cause de la crise du Covid-19, les dettes publiques augmentent pour essayer d'aider l'économie. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, même si nous voulons que tous les pays essayent de contrôler le montant de la dette, ce n'est pas le moment, d'essayer de résoudre ce problème. Presque tous les pays du monde voient leur déficit public et donc leur dette augmente. Mais cela est nécessaire pour le moment pour tenter de réduire les effets négatifs de la crise économique. Pour la deuxième question, quel est l'impact du Covid-19 sur l'économie mondiale? M. Gonzalo nous a répondu, c'est très grand. Le FMI estime que le PIB mondial baissera d'environ 4,4% en 2020. Il s'agit d'une récession plus forte que celle de la grande récession de 2009. Elle affecte toutes les régions du monde, aussi bien les pays à revenus élevés que les pays émergents. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'une des récessions les plus importantes depuis près d'un siècle. Pour la troisième question, comment les pays du tiers-monde, c'est-à-dire pays pauvres, feront-ils face à la récession économique causée par la pandémie? Ont-ils besoin d'une politique de relance ou d'une politique rigoureuse? Et pourquoi? La réponse, dans les circonstances actuelles, tous les pays ont besoin d'une politique de relance. Et c'est pourquoi nous voyons ce type de politique être appliqué partout dans le monde. L'accent peut être différent, mais pratiquement tous les pays appliquent des politiques budgétaires et monétaires expansionnistes, étant donné l'ampleur de la crise. Cela inclut les pays les plus pauvres, bien que ceux-ci disposant des ressources plus limitées pour appliquer des politiques budgétaires plus expansionnistes par le biais de transferts à court terme ou d'investissements dans les infrastructures en raison du déficit et de la dette. Pour la dernière question, quelles sont les sources de la croissance économique? La réponse, les principales sources de la croissance économique sont le travail, le capital, les ressources naturelles et la technologie. Tous sont très importants, mais grâce à l'éducation, le travail est plus productif et la technologie s'améliore. Et à long terme, ce sont les variables cruciales. Une population plus instruite, utilisant de meilleures technologies. Par conséquent, les mots clés à long terme sont productivité et compétitivité. Voilà quelques références qu'on a utilisées pour réaliser ce travail. Et merci pour votre attention.